messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le temps, forte couverture nuageuse et fine pluie sur l'ensemble du territoire occasionnant une nette baisse des températures. Les conséquences se font sentir sur le cheptel. Reportage à suivre. L'activité économique vigoureuse au sein de l'UEMOA au troisième trimestre de 2024 avec une croissance de 6%. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale a tenu sa dernière session de l'année. Un siècle que les pasteuriens sont au service de la recherche, de la santé et de l'innovation. L'Institut Pasteur de Dakar célèbre 100 ans d'existence. Les défis sont encore nombreux. Reportage à suivre. Et puis la France s'enfonce dans une crise politique. Le gouvernement de Michel Barnier est tombé. 331 députés ont voté une motion de censure rejetant le budget proposé par Barnier. D'abord, le temps, les bêtes ne résistent pas à cette baisse significative des températures, forte couverture nuageuse et fine pluie sur l'ensemble du territoire. À Saint-Louis, les conséquences se font sentir sur le cheptel. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Abib Siek. Depuis 2 jours, une fine pluie tombe sur Saint-Louis. Les éleveurs du Forail de Pikine ont déjà perdu plusieurs moutons, selon Alé Diagne, leur porte-parole. Les animaux qui sont faibles sont les plus touchés par ce phénomène naturel. Ils sont sous la pluie, raison pour laquelle nous avons perdu 6 bêtes au total en 24 heures. Pour Mamadou Mboy et Daouda Fall, tous des éleveurs à Pikine, cette situation va davantage perturber leur activité. C'est un phénomène qui arrive souvent. J'ai assisté à plusieurs reprises à ce genre d'événements. Mais à chaque fois, on perd beaucoup de moutons et de chèvres. C'est pas facile de gérer ce phénomène. Nous avons installé 2 abris pour protéger les animaux. Mais on s'en remet à Dieu. C'est lui seul qui peut nous sauver. Pour Adama Wade, les champs seront également touchés. Il prédit une période difficile pour les éleveurs et agriculteurs de la région nord. Ce phénomène cause beaucoup de dégâts, mais les champs ne sont pas épargnés. Les hectares d'arachides seront détruits. On aura aussi beaucoup de problèmes pour trouver de l'herbe. À Saint-Louis, la pluie fine, appelée brune, a perturbé le quotidien des travailleurs. Depuis 2 jours, on vit cette situation. Tout autre chose, dernière session du comité politique monétaire de la Banque centrale. L'activité économique reste vigoureuse au sein de l'UEMOA au troisième trimestre de 2024 avec une croissance de 6%. Voyons tout cela avec Abib Faye. C'est l'occasion de faire le bilan pour la BCEAO en cette fin d'année 2024. Elle est marquée par une économie mondiale globalement soutenue dans un contexte où l'inflation s'est inscrite en baisse, selon le gouverneur. Dans la plupart des régions du monde, la croissance économique mondiale devrait en effet se situer à 3,2% selon les dernières projections du Fonds monétaire international publiées en octobre 2024. Après un taux de 3,3% en 2023. Au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'activité économique est vigoureuse au troisième trimestre de cette année avec une croissance de 6% contrairement à celle de 2023 qui était de 5,3%, ajoute-t-il. Concernant l'Union, on note que la croissance quand même reste soutenue. Nous avons une croissance qui en 2023 est ressortie à 5,3%. On attend 6% en 2024 et pratiquement tous les secteurs sont concernés, le secteur primaire, le secteur agricole en particulier, qui devrait s'améliorer. On attend une bonne campagne agricole. Par ailleurs, il note une amélioration des comptes extérieurs. Peut-être 3 choses. Premièrement, 4,1%, c'est au-dessus de notre cible. Notre cible, c'est une inflation qui est compris dans un corridor de 1 à 3%. À 4,1, on est au-dessus. Et comme je l'ai dit, c'est le même niveau que le deuxième trimestre. Donc, ça ne baisse pas suffisamment. La consolidation se poursuit pour les finances publiques. Le déficit budgétaire se situe à
4,5% en septembre 2024 contre 5% un an plus tôt. Merci Habib. Les députés convoqués en séance plénière le vendredi prochain, l'ordre du jour porte sur la ratification des listes des membres des commissions permanentes. Apprend-on du côté du Parlement, et puis le nouveau président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a rencontré ce mercredi le président sortant de l'institution parlementaire, M. Amadou Diop, dans le cadre de la traditionnelle passation de service. Cette rencontre a été l'occasion de dresser un état des lieux de l'Assemblée nationale et d'assurer une transformation formelle des dossiers en cours. Toute l'Afrique nous l'envie. L'Institut Pasteur de Dakar célèbre un siècle d'existence, 100 ans que les pasteuriens sont au service de la recherche, de l'enseignement, de l'innovation et de la santé. Mamadou Gueye. Les maladies. Fondé en 1924, l'Institut Pasteur de Dakar fête son centenaire. Pilier majeur de la recherche biomédicale et de la lutte contre les maladies infectieuses, cet institut a des missions diverses. Au-delà de l'activité de production, nous avons un volet formation qui est extrêmement important. Pourquoi le volet formation il est important? Parce que c'est ça le futur. L'autre secteur dans lequel nous agissons, c'est bien évidemment ce qu'on appelle la santé publique. Détecter les maladies qui sont dans les populations, une fois de les détecter, de répondre en cas d'épidémie, mais aussi de savoir de quoi la population est malade pour pouvoir mieux la soigner. L'objectif et la mission est surtout d'accélérer l'accès à la santé, mais un accès qui est équitable, abordable et durable. Une occasion pour revenir sur le bilan de l'Institut Pasteur durant les 100 ans. Le premier, c'est les découvertes qui ont été faites. Vous avez parlé de l'isolement de la fièvre jaune. Mais ce qui est très important, c'est un des premiers virus au monde à être isolé. Il a été isolé ici. L'Institut Pasteur, avec plusieurs partenaires, a lancé un programme qui est dans la zone de Kaolack qu'on appelle Djelmo et Ndiop. Ce programme, il a permis de comprendre comment le paludisme, il est acquis, comment les gens se protègent et acquièrent une protection dans la durée. Nous avons aussi la chance d'avoir plusieurs de nos collègues qui ont été primés pour l'innovation ou qui ont eu des prix très importants. Aujourd'hui, l'Institut vise très haut avec la fabrication de vaccins made in Sénégal. L'enjeu pour nous, c'est de faire des vaccins qui ont la possibilité de nous protéger contre les maladies qu'on appelle endémiques ou du programme élargi de vaccination. Tous ces vaccins, à l'exception de la fièvre jaune, sont fabriqués à l'étranger. Une des ambitions, c'est que nous puissions un jour tout fabriquer ici. Et il y a toute une série d'autres vaccins qui sont soit en train d'être transférés ou qui vont être produits ou développés ici en utilisant les nouvelles technologies. Dans la semaine à venir, l'Institut Pasteur de Dakar va célébrer différentes activités parmi lesquelles une conférence scientifique, une journée consacrée à l'innovation ou encore l'inauguration d'un nouveau laboratoire à Mbao. Restons dans le secteur de la santé avec le lancement du programme Transform, un programme qui va durer 6 ans et va permettre à plusieurs citoyens, notamment les femmes et les jeunes, à accéder aux soins de santé de qualité. Écoutons la directrice de l'ONG Health Africa. Une stratégie qui couvre les années 2023 à 2030 et une stratégie qui fait un focus sur les femmes et les jeunes et aussi sur le niveau communautaire. Donc Amref va vraiment travailler au niveau communautaire avec les communautés pour régler les problèmes des communautés. Oui, donc les grands axes de cette stratégie, c'est l'investissement dans les systèmes communautaires durables, la promotion et le renforcement des capacités des femmes et des jeunes et aussi les approches innovantes dans la mise en œuvre des activités sanitaires. Nous travaillons main dans la main avec le ministère de la Santé. Il est très important que nos activités soient appuyées par le ministère ou bien que nous-mêmes nous appuyons le ministère de la Santé à travers nos activités parce qu'après tout, c'est le ministère de la Santé qui est le garant de la santé.
Le groupe de presse 3e universel non reconnu officiellement par l'État du Sénégal, sa patronne hurle sa colère et son incompréhension devant cette décision. Le reportage de Yaïkou Mandjaï. Suite à la publication de la liste provisoire des médias qui sont en règle avec le code de la presse, Maïmouna Ndour Faye ne décolère toujours pas. La PDG du groupe 3e universel donne les raisons pour lesquelles son groupe est exclu de la liste par le ministère de la Communication. Nous ne pouvons pas et ne devrions figurer sur une liste de médias supposés être non conformes. Si le travail de vérification et de conformité avait été mené par le ministère de la Communication, qui est notre tutelle, nous nous insurgeons contre cette démarche et nous sommes en droit de nous sentir blessés, offensés dans notre dignité professionnelle. Et surprise par ces situations, MNF, comme on l'appelle, dit avoir fourni tous les documents réclamés par la tutelle. On s'est enregistré sur la plateforme mise en ligne par le ministère de la Communication. Le processus de notre enregistrement a été validé par un mail envoyé par les services techniques d'assistance du ministère de la Communication. On a fourni tous les documents exigés. On a coché toutes les cases, c'est important. Aujourd'hui, on détient par devers nous toutes les autorisations devant asseoir la base légale de l'exploitation de nos médias audiovisuels 7TV et AZActu. Elle est revenue aussi sur le processus d'attribution de la licence de la 7TV qui appartenait au groupe Média Afrique. Protocole d'accord signé entre la société 3e universelle et le groupe Média Afrique. Un protocole d'accord qui a fait l'objet d'une étude fiduciaire. Étude réalisée par le cabinet ITO, spécialiste en la matière, et il s'agissait de la cession totale de toutes les fréquences télé, radio et du matériel d'exploitation de la chaîne de télé LC. La patronne de la 7TV est en phase avec l'État pour l'assainissement et la régulation du secteur des médias, mais le tout dans le respect des lois et règlements. Vous l'écoutez sur les ondes de la radio de toute l'actualité, le journaliste Youssouf Bodian, distingué en remportant le premier prix africain de journalisme d'investigation. Ce prestigieux concours qui en est à sa 3e édition s'est tenu à Nouakchott, récompensant le travail rigoureux et engagé des professionnels du journalisme d'investigation. Voici Youssouf Bodian. Le prix africain de journalisme d'investigation est organisé par une organisation qui s'appelle Médias et Démocratie, qui a été mise en place par des journalistes français et africains. Et c'était la 3e édition après Ouaga, Dakar, c'était au CESTI, et cette année ici à Nouakchott. Il y avait une 50aine de journalistes de toute l'Afrique qui ont travaillé en français et en anglais. Donc on était en compétition pour différentes catégories. Et Dieu a fait que cette année, notre production a gagné le Page d'Or, c'est le premier prix en radio. Donc c'est une enquête que nous avons réalisée sur le trafic de bois de vin entre le Mali et le Sénégal. En tout cas à l'époque, on nous avait signalé qu'il y avait des conteneurs qui ont pu passer par la frontière du Sénégal pour aller au port et exporter en Chine, alors que la CITES interdisait donc le commerce du bois de vin. Donc c'est ce travail-là qu'on a effectué. Donc c'est le lieu également de féliciter tous ces confrères avec qui nous avons collaboré, mais également dédier ce travail et ce trophée à l'ensemble du groupe Futurs Médias, particulièrement à la direction de la radio, parce que depuis nos débuts dans le journalisme environnemental, les gens nous ont tout le temps soutenus à chaque fois qu'on a eu des idées pour aller faire des grandes enquêtes ou des grands reportages à l'intérieur du pays. À tous mes collègues à la radio également, à notre famille. Félicitations Youssouf, animateur sur la RFM de votre rubrique Quartier Vert.
Reparlons économie, des projets des investisseurs et des institutions financières pour financer le développement de l'Afrique. À Rabat, dans le cadre du Africa Events Forum, tout le monde est convaincu du décollage du continent et surtout convaincu que l'économie va porter le politique. Envoyé spécial à Rabat, Abdoulaye Cissé. Officiellement, c'est le premier jour du Africa Investment Forum qui consacre l'entrée sur scène des gros à l'invitation de la Banque africaine de développement. Afreximbank est là, Africa 50 est là, la BADEA, la BERD et la Banque islamique de développement. Mais auparavant, ce sont les PME africaines qui avaient pris possession de la scène ici à Rabat. Et pour une fois, les acteurs économiques ont plaidé pour que le patronat privé prenne le lead des politiques publiques. Le plaidoyer était porté par Mossadegh Bali, président du patronat malien, par ailleurs PDG du groupe Azalaï, et Abdou Souley Diop, gérant partenaire de Mazar et membre de la Confédération générale des employeurs du Maroc. Il faut qu'on avance. Il y en a qui seront à la traîne, il y en a qui seront devant dans l'intégration, mais le train doit avancer et moi je reste persuadé que c'est l'économie qui va tirer cette intégration. Et comme l'a dit Abdou, si l'économie tire, comme on est en train de faire nous les entrepreneurs, le politique n'aura d'autre choix que de suivre l'économie. Moi, le mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est dans une première étape qui est déblayer le terrain et identifier les opportunités. Maintenant, il faut que concrètement, on puisse avancer sur cette feuille de route, comme le disait le grand frère Mossadegh. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse tracer, qu'on puisse faire des choses concrètes pour que l'intégration ait lieu. Merci, on peut les applaudir. L'ouverture officielle du Africa Investment Forum a des allures de gala de rockstar. Évidemment, c'est comme le début de la tournée d'adieu pour le président Adesina, qui va passer le témoin à son successeur qui sera élu le 25 mai 2025. 1700 investisseurs participent aux côtés des institutions financières et ils sont tous prêts à mettre de l'argent sur des projets structurants. Merci Abdoulaye. À Gossas, les rendements agricoles de moins en moins importants des sols pauvres et des pratiques agricoles non adaptées sont la raison de ces faibles performances. Les autorités du département veulent des solutions pour améliorer les productions. C'est un reportage de Aminata Goudiaby. Les exposants sont venus de toutes les communes du département de Gossas. Jean Basket Seynabou Cissé est pleine d'énergie, une vraie passionnée. Son domaine, la transformation et la vente de produits céréaliers. Elle participe à la foire initiée dans le cadre des journées économiques de Gossas. On a ici un louma. Tous les samedis, les villageois viennent pour vendre le produit. Donc on trouve le mûr facilement. Actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est le bon moment pour trouver du mûr. Parce que le prix n'est pas élevé, tu peux le trouver à 250. Et quelle est la quantité mensuelle que vous transformez? Quantité mensuelle, je dirais 100 kilos par mois. Parce que je manque de visibilité, de partenariat, voilà, comme les foires comme ça pour exposer mes marchandises. Mais je dirais que je peux faire plus. Gossas, avec ses 6 communes, est un département agricole, mais impossible d'exploiter pleinement ce potentiel. Les terres sont pauvres et les pratiques agricoles sont devenues inappropriées. D'abord, on est dans un contexte d'agriculture pluviale. Et le constat, c'est que le département de Gossas est le département le moins pluvieux de la région. La deuxième chose, c'est la très forte dégradation des terres. Très très pauvres. Gossas a plus de terres cultivables que les autres départements. Gossas a plus de terres cultivables. Mais le département peine toujours à atteindre les bons niveaux de production. Ces niveaux de rendement sont toujours inférieurs à ceux des autres départements. Les autorités administratives veulent des solutions. La première édition des journées économiques sera l'occasion d'échanger sur des pistes. Beaucoup d'experts sont associés aux événements. Gossas est un département à fort potentiel agricole et pastoral. L'agriculture reste la principale source de revenus pour une grande majorité de nos habitants. Toutefois, pour qu'elle soit réellement un moteur de développement durable, il est crucial d'orienter cette activité vers des pratiques durables et innovantes. Nous devons mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer les rendements agricoles tout en préservant nos terres et nos ressources naturelles. Cela passe par l'introduction de techniques agricoles modernes, l'irrigation durable et la transformation des produits agricoles afin d'ouvrir
de nouveaux marchés et stimuler l'emploi dans le département. Et c'est donc parti pour 5 jours d'activité. Bien d'autres secteurs seront au cœur des échanges durant ces journées économiques. Les autorités de Gossas ont la commune ambition de sortir ce département de la région de Fatick de la pauvreté. Merci Aminata. Nécrologie, levée de corps ce matin du colonel Amadou Lam. Il était le premier chef d'état-major de l'armée de l'air et premier commandant de l'escadrille présidentielle. Le colonel Amadou Lam décédé, vous le savez, vendredi dernier. Tissa Prera. Ils sont amis, proches parents et frères d'armes, tous venus lui rendre un dernier hommage. Et les témoignages sont unanimes. Le colonel était un homme profondément bon et un militaire dans l'âme. Un soldat dans l'âme, mais également un aviateur chevronné. Seulement étant parmi les premiers, nous sommes comme une famille. Il a été quand même affecté à la présidence de la République. Lui et le général Nicolas demeurera toujours que l'âme, on n'est jamais fâché. Le colonel était un homme bien, un homme discipliné, un grand militaire qui aimait célébrer le 4 avril. Il avait un profond respect pour l'armée sénégalaise. J'étais son chauffeur pendant près de 47 ans. Il m'a toujours soutenu. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons discuté tellement longtemps que tous les deux, on s'était endormis. Sa famille, elle, regrette la disparition d'un homme plein d'humilité et d'un militaire qui a servi son pays avec honneur. Tu as su rester humble. Nous sommes fiers de toi, non seulement parce que tu as servi notre pays avec honneur, mais aussi parce que tu es une personne d'une rare intégrité, un frère au grand cœur. Merci de nous avoir appris qu'il faut toujours viser plus haut, comme toi qui as su te hisser dans les cieux, littéralement et métaphoriquement. Premier chef d'état-major de l'armée de l'air et premier commandant de l'escadrille présidentielle, le colonel Lam était pilote, commandant de bord, instructeur, testeur, avion et hélicoptère. Il a aussi été breveté de l'École supérieure de guerre aérienne de Paris. Et au titre des distinctions, il a aussi été Grand Croix de l'Ordre national du Lion, Grand Croix du mérite et médaille d'honneur de l'aéronautique, entre autres. Et puis sur l'international, Michel Barnier, un Premier ministre éphémère. La France s'enfonce dans une crise politique. Le gouvernement de Barnier est tombé. 331 députés ont voté une motion de censure rejetant le budget proposé par Barnier. La démission du Premier ministre est automatique après le vote de la censure selon la Constitution française. Oumar Ba, ancien candidat aux législatives en France et membre du Conseil national du Modem France, parle de séisme politique. Nous l'écoutons. C'est un séisme politique en France ce soir. De toute façon, je pense que le fossé était tellement grand entre les trois entités, c'est-à-dire les tenants du pouvoir, le Rassemblement national et les LFI, et le compromis était quasi impossible. Parce qu'il fallait d'un côté faire des réformes d'une manière audacieuse, aller plus loin parce que la France en avait besoin, et de l'autre côté, il fallait mettre en place des ressorts pour que cela n'impacte pas réellement la vie des Français. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce soir? Quid du budget 2025 qui devait être voté avant le 31 décembre. Mais heureusement que la Constitution règle ce problème, parce qu'à partir du 1er janvier, si le nouveau gouvernement qui va être nommé dans les jours à venir, avec un Premier ministre à sa tête que le président va désigner à partir de demain, j'espère, on va reconduire le budget 2024. Et quand on reconduira le budget 2024, ça signifie que le taux d'inflation va être indexé, et en ce moment, nous aurons plus de 17 millions de foyers qui vont se retrouver subitement imposables.
Et puis en sport, pour la 4e fois de son histoire, le Sénégal est en demi-finale de la CAN Handball Senior Dames. Les Lions ont sorti en quart de finale de la CAN 2024 les Camerounaises sur le score de 26-19. Cher Sadibou Diarra. Le rêve de sacre continue pour le Sénégal à la CAN 2024 de handball dames. Les Lions sont qualifiés en demi-finale. Opposés aux Camerounaises en quart de finale, elles se sont imposées au terme d'une rencontre âprement disputée. À la fin de la première période, les protégés du sélectionneur Yacine Messaoudi ne devancent que de 3 points les Lions indomptables. Une avance maintenue grâce à une bonne défense. Et sous l'impulsion de Soukaina Sagna, les Lions font un plus grand écart pour s'assurer à la fin du match une victoire sur le score de 26-19. Un succès synonyme de qualification dans le dernier carré de la compétition. La 4e accession du Sénégal en demi-finale de la CAN Handball Senior Dames après 1974, 2018 et 2022. Les coéquipiers de Soukaina Sagna, meilleures joueuses du match, vont disputer leur demi-finale ce vendredi face à la Tunisie, vainqueur du Congo, 28-24. Allez les Lions, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Papa Blader et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.